Ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami. J'ai tout perdu. Puis Noël est arrivé et ma propre famille a mis un couvert pour elle à table. Quand je suis entré, maman a dit, nous devons rester neutres. Je suis resté là pendant 10 secondes. Puis je me suis retourné et je ne suis jamais revenu. Je m'appelle Mathieu. J'ai 34 ans et je pensais avoir le genre de vie que les autres faisaient défiler sur les réseaux sociaux en enviant secrètement. Une bonne épouse. Un meilleur ami depuis le collège. Des parents qui organisaient des dîners le dimanche et semblaient vraiment apprécier cela. Une maison avec un jardin assez grand pour le Golden Retriever que je m'étais promis depuis l'âge de 12 ans. J'avais le tableau parfait, chaque coup de pinceau exactement là où il devait être. Il s'est avéré que le tableau était une contrefaçon et j'étais le seul idiot de la galerie à ne pas l'avoir remarqué. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai épousé ma femme, Camille, quand nous avions tous les deux 27 ans. Nous sortions ensemble depuis notre 3e année d'université, et elle était le genre de personne qui pouvait rendre une pièce plus chaleureuse simplement en y entrant. Elle riait de mes blagues nulles. Elle se souvenait des prénoms des enfants de mes collègues. Elle laissait des petits mots dans mon déjeuner comme si nous étions encore au lycée. Et honnêtement, je ne me lassais jamais de les trouver. Je pensais qu'elle était l'âme sœur, et j'aurais parié tout ce que j'avais là-dessus. Ensuite, il y avait Julien. Julien, mon meilleur ami depuis la 6e, quand nous nous sommes rapprochés après avoir été absolument détruits au ballon prisonnier par un gamin nommé Hugo, qui mesurait déjà 1,80 m à 13 ans. Julien et moi faisions tout ensemble. Les équipes de jeunes, le bal de fin d'année, les doubles rendez-vous, colocataires à l'université pendant 3 ans. Il était le témoin à mon mariage. Il a porté un toast qui a fait pleurer ma mère et a poussé mon père à faire semblant de ne pas pleurer, ce qui est fondamentalement le plus grand honneur qu'un homme puisse recevoir dans notre région. Je faisais confiance à Julien comme je faisais confiance au sol sous mes pieds. Camille et Julien s'entendaient à merveille, ce que je considérais comme un cadeau. On entend ces histoires de femmes qui détestent les amis de leur mari ou de meilleurs amis qui pensent que la femme gâche tout. Ce n'était pas notre cas. Nous faisions des soirées-jeux, des barbecues, des escapades en voiture tous les 3. Camille envoyait des mèmes à Julien. Julien me demandait quoi offrir à Camille pour son anniversaire pour que son cadeau ne soit pas stupide. Tout était si confortable, si naturel que je n'ai jamais pensé à regarder la situation sous un angle différent. Parce que lorsque vous faites totalement confiance à 2 personnes, vous ne gaspillez pas d'énergie à chercher des failles. Vous vivez simplement votre vie. Je l'ai découvert un mardi. Je rentrais juste tôt d'un chantier. Je suis ingénieur en génie civil et nous avions terminé une évaluation de drainage en avance sur le calendrier. Je me souviens avoir pensé que j'allais faire une surprise à Camille, peut-être prendre des plats à emporter en chemin. Je me suis arrêté dans ce restaurant thaïlandais qu'elle adorait, celui près de la place Bellecour où il vous donne assez de nouilles sautées thaïlandaises pour nourrir une famille de 6 personnes. Je portais 2 sacs et un sourire quand j'ai franchi la porte d'entrée. Je les ai entendus avant de les voir. Je n'entrerai pas dans les détails car mon cerveau m'a rendu le service d'en effacer la majeure partie. Mais il y a un son que fait votre maison quand elle n'est pas censée abriter 2 personnes dans la chambre à 14h15 un mardi après-midi. Je me suis tenu en bas des escaliers, tenant des nouilles tièdes, et j'ai senti ma vie entière se réorganiser en environ 4 secondes. Vous connaissez ce sentiment quand vous ratez une marche en descendant les escaliers et que votre estomac se noue? Imaginez cela. Sauf que l'escalier est votre mariage et que le sol a disparu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas défoncé la porte. J'ai juste monté les marches, ouvert la porte et je suis resté là. Camille m'a vu la première. Son visage est passé par environ 9 émotions en 2 secondes, atterrissant quelque part entre l'horreur et l'expression que l'on verrait sur quelqu'un qui vient de se faire prendre en train de voler à l'étalage lors d'un enterrement. Julien ne voulait même pas me regarder. Il était juste assis sur le bord de mon lit, le lit que j'avais assemblé moi-même à partir d'un kit qui m'avait pris 7 heures et 2 bières, et il fixait le sol. J'ai dit une chose. Depuis combien de temps? Même pas une question. Juste une déclaration plate qui exigeait une réponse. Elle a dit, Mathieu, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce qui est la phrase la plus inutile de la langue française car c'était exactement ce que je pensais. Julien a finalement levé les yeux et a dit, mec, je suis désolé. 2 mots. C'est tout ce que j'ai eu. Je l'ai dévisagé pendant un long moment. C'était le gars qui m'avait aidé à emménager dans cette maison,
qui m'avait prêté 3000 € quand ma boîte de vitesse a lâché il y a 2 ans, qui se tenait à côté de moi à l'hôtel et a dit à une pièce pleine de gens que j'étais le meilleur homme qu'il ait jamais connu. Et le voilà assis sur mes draps, s'excusant comme s'il m'avait accidentellement bousculé à l'épicerie. J'ai posé la nourriture thaïlandaise sur la commode. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que mon cerveau avait juste besoin de faire quelque chose de normal. Ensuite, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un parking derrière une pharmacie et je suis resté assis là pendant près de 2 heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je suis juste resté assis là à regarder le soleil se déplacer sur le tableau de bord. Les semaines suivantes ont été chaotiques. Camille appelait constamment. Elle envoyait des romans par message. Elle s'est présentée à mon bureau une fois, ce qui était amusant car rien ne dit plus environnement de travail professionnel que votre femme avec qui vous êtes en pleine séparation qui pleure dans le hall pendant que vos collègues font semblant d'être très intéressés par leur tableur. Elle a juré que cela ne durait que depuis 4 mois. 4 mois, comme si cela devait me faire me sentir mieux. J'ai déménagé de la maison, loué un petit appartement qui sentait légèrement le produit d'entretien pour moquette et les rêves brisés. Mon avocate, une femme nommée Caroline, qui avait la chaleur d'un glacier et l'efficacité d'une mitrailleuse, m'a dit que la procédure de divorce serait relativement simple. Pas d'enfants, Dieu merci, juste des biens et ce qu'il restait de ma dignité. C'est ici que l'on pourrait penser que ma famille serait intervenue. Mes parents, Philippe et Isabelle, et ma sœur aînée, Élodie. Les personnes qui m'ont élevé, qui étaient censées me soutenir quand le monde me donnait des coups de pied dans les dents. Et au début, ils l'ont fait, en quelque sorte. Ma mère a appelé et a dit toutes les bonnes choses. Nous sommes tellement désolés, mon chéri. Tu mérites mieux. Mon père en a dit moins, car c'est son style. Mais il m'a tapé sur l'épaule d'une manière qui semblait signifier quelque chose. Élodie a envoyé un long message disant que Camille était une personne qui avait trahi ma confiance et qu'elle avait toujours su que quelque chose clochait, ce qui m'a semblé d'un grand soutien, même si je ne croyais pas totalement à la deuxième partie. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer, et je ne l'ai pas remarqué au début car j'étais trop occupé à me noyer dans ma propre situation. De petites choses. Ma mère mentionnant qu'elle avait croisé Camille au supermarché et qu'elle avait l'air vraiment terrible. Mathieu, elle a vraiment du mal. Élodie lâchant nonchalamment que Camille l'avait contactée et qu'elles avaient eu une très bonne discussion. Mon père devenant silencieux chaque fois que j'abordais le divorce, passant de son silence normal à un autre type de silence. Le genre qui signifie que quelqu'un a une opinion qu'il choisit de ne pas partager. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Peut-être qu'ils étaient juste décents envers quelqu'un qu'ils connaissaient depuis 7 ans. Mais je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté pleinement, sans hésitation, car c'est ce que la famille est censée faire quand l'un des siens se fait détruire. Noël approchait. La fête que ma famille traitait comme le repas familial par excellence. Ma mère l'a planifié des semaines à l'avance, faisait un plan de table, cuisinait assez de nourriture pour nourrir un petit village, et j'avais vraiment hâte d'y être. J'avais besoin de m'asseoir à cette table et de sentir que j'appartenais encore à un endroit. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Élodie m'a appelé 2 jours avant et a demandé « Alors, tu viens toujours jeudi, n'est-ce pas ?» Avec un ton qui ressemblait moins à une question qu'à un avertissement. Le matin de Noël, je me suis réveillé dans mon triste petit appartement, j'ai mis une chemise correcte et j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents à Villefranche-sur-Saône. Pendant tout le trajet, je pensais à quel point ça allait faire du bien d'être simplement entouré de gens qui m'aimaient, de manger la farce traditionnelle de ma mère et d'écouter mon père se disputer avec la télévision pendant le match de foot. Et de sentir pendant quelques heures que tout pourrait bien se passer. Je me suis garé devant la maison vers 1h. Il y avait quelques voitures dans l'allée. J'ai reconnu le véhicule tout-terrain d'Élodie, la voiture de mon oncle Bernard, la petite berline de ma cousine Chloé, et puis une autre voiture garée juste à côté du monospace de ma mère qui m'a serré la poitrine si fort que j'ai cru faire une crise cardiaque. La voiture de Camille, la Civic argentée avec la bosse sur le pare-chocs arrière que j'avais l'intention de faire réparer avant que tout ne s'effondre. Assise dans l'allée de mes parents comme si elle y avait sa place, comme si de rien n'était. Je suis resté dans ma voiture pendant probablement 3 minutes à la fixer. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Peut-être qu'elle déposait quelque chose. Peut-être qu'il y avait une raison parfaitement innocente pour laquelle la voiture de ma future ex-femme qui avait trahi ma confiance était au dîner de Noël de ma famille.
J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je suis entré. La maison sentait la dinde et la cannelle et tout ce qui est censé signifier le foyer. J'ai marché dans le couloir, j'ai tourné au coin, et elle était là. Camille était assise à la table de la salle à manger, sur une chaise avec un couvert posé devant elle. Une assiette, un verre de vin, une serviette en tissu pliée en un petit triangle, comme ma mère le faisait toujours pour les fêtes. Elle était assise entre ma tante Catherine et ma cousine Chloé, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit, comme si elle était exactement là où elle devait être. Elle m'a vu et le rire est mort sur ses lèvres. Chloé m'a regardé, puis a regardé Camille, puis a regardé son verre de vin comme si elle souhaitait pouvoir ramper à l'intérieur. Ma mère est sortie de la cuisine en portant un bol de purée de pommes de terre. Elle m'a vu debout dans l'encadrement de la porte et son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la surprise. Elle savait que je venais. Elle savait que Camille était là. Elle avait planifié cela. L'expression était plutôt celle d'une préparation, comme une personne qui resserre son emprise juste avant l'impact. « Mathieu, mon chéri, viens t'asseoir », a-t-elle dit. Et puis elle a prononcé la phrase dont je me souviendrai pour le reste de ma vie naturelle. Nous en avons parlé en famille et nous avons décidé que nous devions rester neutres. Camille traverse aussi beaucoup de choses et elle fait partie de cette famille depuis 7 ans. Nous ne pouvons pas la rejeter comme ça. Rester neutre. Je suis resté là pendant 10 secondes. Je les ai comptés. Chaque paire d'yeux dans cette pièce était fixé sur moi. Mon père était en bout de table, regardant son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Élodie était à côté de son mari Marc et elle avait la décence d'avoir au moins l'air mal à l'aise. L'oncle Bernard mâchait un petit pain et regardait la scène se dérouler comme s'il s'agissait d'un épisode particulièrement dramatique d'une série qu'il n'avait pas suivie. Camille était figée, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres, me fixant avec une expression qui me suppliait de m'asseoir. 10 secondes. C'est le temps qu'il faut pour réaliser que les personnes qui, selon vous, ne vous laisseraient jamais tomber vous ont non seulement laissé tomber, mais ont creusé un trou, vous y ont mis et ont commencé à pelleter. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Camille. J'ai regardé la chaise vide positionnée directement en face de la femme qui avait détruit mon mariage. Et quelque chose en moi, quelque chose qui se fissurait depuis ce mardi après-midi, s'est finalement brisé net. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je me suis juste retourné, j'ai refait le chemin dans le couloir, j'ai ouvert la porte d'entrée, je l'ai refermée derrière moi, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne le bout de la rue. Maman messagerie vocale. Élodie messagerie vocale. Un message de mon père qui disait simplement « Fils, reviens à l'intérieur ». J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à rouler. J'ai atterri dans un restaurant de bord d'autoroute appelé Le Relais. Un de ces endroits ouverts 365 jours par an parce que quelqu'un a décidé que la solitude ne prend pas de vacances. J'ai commandé un sandwich club à la dinde, ce qui me semblait soit profondément ironique, soit profondément approprié. Et je me suis assis dans une cabine près de la fenêtre. La serveuse, une femme nommée Marie, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je passais un Noël qui forgeait le caractère. Elle m'a apporté une part de tarte supplémentaire offerte par la maison, ce qui a fait d'elle la personne la plus gentille avec qui j'avais interagi de toute la journée. Je suis resté dans ce restaurant pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, j'ai pris une décision. Pas une décision spectaculaire de film, juste une réalisation calme et profonde qui s'est installée en moi comme du ciment qui durcit. J'en avais fini. Pas fini avec la vie. Fini avec eux. Mes parents qui ont choisi la neutralité plutôt que leur propre fils. Ma sœur, qui savait que cela allait arriver et m'a prévenu par un coup de téléphone au lieu de l'empêcher. Et Camille, qui a eu l'audace de se pointer et de jouer la victime à la table de ma famille. J'ai envoyé un seul message à ma mère ce soir-là. Je comprends. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Puis j'ai éteint le téléphone. Les jours suivants ont été un ouragan de tentatives de contact. Ma mère a appelé à mon bureau. Mon père s'est présenté à mon appartement et a frappé pendant 15 minutes. Élodie m'a envoyé un message de 4 paragraphes m'expliquant qu'ils ne choisissaient pas Camille plutôt que moi et qu'ils essayaient juste de gérer une situation difficile avec grâce. Grâce.
Elle a vraiment utilisé ce mot comme si inviter la femme qui avait trahi la confiance de son fils au repas de famille était une sorte de noble diplomatie plutôt qu'un échec spectaculaire de loyauté élémentaire. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai mangé des repas qui étaient principalement composés de céréales et de burritos au micro-ondes. Et je suis resté assis dans le silence, ce qui était affreux, mais au moins c'était honnête. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la présence de Camille. C'était un coup de poing dans le ventre, sans aucun doute, mais je pouvais presque le rationaliser. Ce qui m'a détruit, c'était le couvert. Cet acte délibéré et intentionnel de préparer une assiette, un verre, une serviette pour elle. Cela signifiait que quelqu'un, probablement ma mère, s'était tenu dans cette salle à manger, avait compté les chaises et avait pensé, oui, Camille a sa place. Ce n'est pas de la neutralité. C'est un choix. C'est regarder la situation et décider que la femme qui a brisé le cœur de votre fils mérite toujours une serviette en tissu plié en triangle. J'ai passé 2 semaines dans cet endroit sombre. Juste moi, le plafond et le bourdonnement du vieux réfrigérateur de mon appartement. J'ai perdu près de 4 kg parce que cuisiner pour une seule personne quand on a du mal à se doucher ressemble à escalader l'Everest en tonnes. Mon collègue, un gars nommé Olivier, a remarqué que j'avais mauvaise mine et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que je traversais un divorce. Il a dit que ça expliquait les déjeuners au distributeur automatique, puis a commencé discrètement à laisser un sandwich supplémentaire sur mon bureau chaque jour. Il n'en a jamais fait tout un plat. Et honnêtement, cet acte de gentillesse aléatoire de la part d'un collègue que je connaissais à peine a fait plus pour moi que tout ce que ma famille avait fait en des mois. C'est Olivier qui m'a finalement sorti de la spirale. Il m'a demandé si je voulais venir au groupe de parole pour hommes de sa paroisse les mercredis soirs. Je ne suis pas particulièrement religieux et je pense qu'il le savait. Mais il a dit que c'était surtout des gars assis en cercle qui parlaient de ce qui se passait dans leur vie. Pas de jugement, pas de sermon. J'ai dit oui parce que l'alternative était une autre nuit avec le plafond et je commençais à connaître chaque fissure et chaque tache d'eau par son prénom. Ce groupe d'hommes s'est avéré être l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises et je l'ai prise pour la pire raison possible, qui était que je n'avais littéralement rien de mieux à faire. Mais parfois, c'est comme ça que la vie fonctionne. Vous trébuchez sur les choses qui vous sauvent parce que vous n'avez plus d'endroit où vous cacher. Le groupe de parole se réunissait dans la salle paroissiale d'une église qui sentait la vieille moquette et le café frais, ce qui est apparemment l'odeur officielle de la guérison émotionnelle. Il y avait environ 12 gars, allant d'un jeune de 23 ans nommé Antoine, qui venait de sortir d'une relation difficile, à un électricien à la retraite de 71 ans nommé René, qui venait depuis 9 ans. Et qui écoutait et hochait la tête comme une version humaine d'une couverture chaude. Le gars qui dirigeait le groupe s'appelait Laurent, un thérapeute qui donnait de ses mercredis soirs pour s'asseoir dans un cercle de chaises pliantes et empêcher gentiment les hommes d'imploser émotionnellement. Je n'ai pas beaucoup parlé les premières fois. J'ai juste écouté les autres partager leurs problèmes. Divorce, dépendance, deuil, perte d'emploi. Et ce qui était étrange, c'était que d'entendre la douleur des autres ne rendait pas la mienne plus petite. Cela la rendait juste moins solitaire. Comme si j'avais fait du surplace tout seul dans l'océan et que je réalisais soudain qu'il y avait d'autres personnes ici aussi. À la 3e semaine, je me suis ouvert. Je leur ai parlé de Camille et Julien, de Noël, du couvert, de ma mère disant « Nous devons rester neutres », comme si elle était les Nations Unies et que mon mariage était un conflit frontalier. Puis René, l'homme de 71 ans qui parlait à peine, m'a regardé et a dit « Fils, neutre est une position et ce n'est pas la tienne ». Cette seule phrase a fait plus pour moi qu'une année de thérapie ne l'aurait probablement fait. Non pas parce que c'était profond, mais parce que c'était une permission. La permission d'arrêter de me demander si je réagissais de manière excessive. La permission d'être en colère sans me sentir coupable de l'être. La procédure de divorce a été finalisée en janvier. Caroline valait chaque centime. La maison a été vendue et nous avons partagé les bénéfices. Camille ne s'est pas beaucoup battue, ce qui m'a surpris jusqu'à ce qu'Élodie laisse accidentellement échapper lors de l'un de ses messages vocaux sans réponse que Camille luttait vraiment contre la culpabilité et voulait juste passer à autre chose discrètement. Parfait. Elle se sentait coupable. Je suis sûr que c'était très thérapeutique pour elle. Pendant ce temps, je dînais de céréales dans un appartement au mur si fin que je pouvais entendre mon voisin Paul perdre aux jeux vidéo 3 soirs par semaine. Mais voici la chose à propos du fond du trou. Une fois que vous l'avez touché, la seule direction qui reste est vers le haut.
Quand vous avez perdu votre femme, votre meilleur ami, la loyauté de votre famille et votre volonté de préparer un vrai repas, il y a une étrange liberté qui vient avec le fait de n'avoir plus rien à protéger. Vous arrêtez d'être prudent parce qu'il ne reste rien à briser. J'ai commencé à courir, non pas parce que j'avais eu une révélation sur le fitness, mais parce que je ne pouvais pas dormir, et c'était soit courir, soit fixer à nouveau le plafond. J'ai commencé par un demi-kilomètre et j'ai cru que j'allais mourir. Dans les 2 mois, je faisais 5 kilomètres avant le travail. Le brouillard qui s'était abattu sur moi depuis ce mardi après-midi a commencé à se dissiper et, pour la première fois depuis des mois, je pouvais voir la route devant moi. Le travail est devenu mon ancrage. Ma patronne, une femme nommée Nathalie, m'avait regardé m'effondrer silencieusement et n'avait jamais dit un mot. Mais quand j'ai commencé à arriver plus affûté et à me porter volontaire pour des projets dont personne ne voulait, elle l'a remarqué. Elle m'a convoqué et m'a mis sur le projet de réaménagement des berges du Rhône, une refonte massive des infrastructures du département. Tu as besoin de quelque chose dans lequel t'investir, a-t-elle dit. Investis-toi là-dedans. Nathalie n'était pas chaleureuse, mais elle m'a vu et elle m'a donné ma chance quand j'en avais besoin. Je me suis plongé dans les systèmes de drainage des berges du Rhône, les analyses structurelles, les rapports d'impact environnemental du week-end qui auraient endormi une personne normale. Mais j'ai adoré ça parce que chaque problème que je résolvais était la preuve que je pouvais encore construire quelque chose, que je n'étais pas juste un gars dont la vie s'était effondrée. Vers le 3e mois, il s'est passé autre chose. Je me suis fait un ami, un vrai. Son nom était Étienne, un architecte paysagiste embauché sur le projet pour les espaces verts. Étienne était le genre de gars qui rendait tout facile, calme, agaçant de beauté et véritablement l'une des personnes les plus gentilles de la planète. Il était aussi récemment divorcé, ce que nous avons découvert autour de bière après une journée de travail brutale de 14 heures. Mon ex-femme m'a dit qu'elle avait besoin de se trouver, a dit Étienne. Elle s'est trouvée avec un professeur de yoga nommé Romain. Je ne peux même pas inventer ça. Je lui ai parlé de Camille et Julien, de Noël. Il m'a regardé et a dit, mec, c'est objectivement pire que moi. Nous avons trinqué et ri, et j'ai eu l'impression que c'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis des mois. Pas le genre poli, un vrai rire venu des tripes qui faisait un peu mal parce que les muscles étaient rouillés. Étienne est devenu ma personne de confiance. Nous avons travaillé ensemble, nous nous sommes entraînés ensemble et nous avons construit une amitié forgée dans le respect mutuel et un traumatisme partagé. Il ne m'a jamais dit une seule fois de pardonner à ma famille. Il n'a jamais dit que je devais être la personne la plus mature. Il a juste dit, tu trouveras une solution quand tu seras prêt. Et si cette réponse est jamais, c'est très bien aussi. Au printemps, ma vie était méconnaissable. Pas de manière glamour. Mais j'étais en bonne santé. J'étais fort. Je faisais le meilleur travail de ma carrière. J'avais un ami qui était vraiment présent. J'avais recommencé à cuisiner de vrais repas, ce qui semble pathétique comme étape importante, mais si vous avez déjà survécu avec des céréales et des burritos pendant 3 mois, vous savez qu'un poulet sauté fait maison ressemble à un diplôme d'école de cuisine. Le groupe de parole était toujours mon ancrage le mercredi soir. J'étais devenu l'un des habitués, le gars que les nouveaux membres regardaient en se disant, d'accord, si ce gars peut s'asseoir ici et être honnête, peut-être que je peux aussi. René écoutait toujours la plupart du temps. Laurent nous empêchait toujours doucement de partir en vrille. Et chaque semaine, je me sentais un peu plus moi-même. Pas l'ancien Mathieu, celui qui faisait aveuglément confiance et supposait le meilleur. Un nouveau Mathieu, plus prudent avec sa confiance, mais aussi plus intentionnel quant à l'endroit où il la plaçait. Ma famille continuait d'essayer. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire avec une carte cadeau pour mon restaurant de grillade préféré et un mot qui disait « Tu me manques. S'il te plaît, appelle ». Mon père a laissé un message vocal de 12 secondes de silence suivi de « Bon, eh bien, d'accord. Je t'aime, fils ». Élodie a envoyé un long courrier électronique en avril qui avait clairement été écrit avec l'aide d'un thérapeute. J'ai tout lu. J'ai tout ressenti, et je n'ai toujours pas répondu. Pas parce que je les punissais. La voix de ma mère me manquait plus que je ne l'admettrai jamais. Mais le manque et la confiance sont 2 choses différentes, et je n'étais pas prêt à combler ce fossé. D'ici l'été, Nathalie m'a de nouveau convoqué. Le département était tellement impressionné par le projet des berges du Rhône qu'il me voulait comme consultant pour une nouvelle initiative de développement. C'était une grosse affaire,
le genre d'opportunité qui se présente une fois dans une carrière, et elle s'accompagnait d'une augmentation de salaire qui m'a fait vérifier le chiffre à 2 reprises pour m'assurer qu'il n'y avait pas de zéro supplémentaire. J'ai accepté, et pour la première fois en près d'un an, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié d'exister. Pas du bonheur exactement, plutôt un élan, comme si j'avançais enfin au lieu de faire du surplace. Comme si le courant avait tourné et qu'il me portait vers un endroit que j'avais construit de mes propres mains à partir des décombres de tout ce qui s'était effondré. Étienne m'a emmené fêter ça dans un bon restaurant, le genre où le menu n'a pas de photo. Pendant le dessert, il a dit, « Tu sais quelle est la meilleure vengeance ?» J'ai dit, « Bien vivre. » Il a secoué la tête. Non, c'est de se construire une vie si belle que les gens qui t'ont blessé doivent la regarder de l'extérieur. Je ne le savais pas encore, mais cela allait devenir très pertinent. L'initiative de développement du département s'appelait le projet du corridor des berges du Rhône et c'était exactement aussi grand que ça en a l'air. Un réaménagement à usage mixte d'une propriété au bord de l'eau qui avait été laissée à l'abandon pendant 15 ans. Résidentiel, commercial, espace vert. Mon travail consistait à diriger l'évaluation et la conception du génie civil, ce qui signifiait que je me retrouvais soudainement dans des pièces avec des membres du conseil municipal, des architectes et le genre de personnes qui portent des costumes qui coûtent plus cher que ma première voiture. À l'automne, près d'un an après ce Noël, j'étais une personne différente. J'avais pris 7 kg de muscles grâce à la course à pied et aux séances de gym qu'Étienne m'avait convaincu de faire. Je dirigeais une équipe de 6 ingénieurs. J'avais quitté le triste appartement pour m'installer dans une maison de ville près du Rhône avec de vrais meubles que j'avais choisis moi-même. J'avais une routine. J'avais un but. J'avais une vie qui ne ressemblait en rien à celle que Camille et ma famille avaient démantelée. Et c'était ça, le but. J'avais aussi commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelait Anaïs et elle était chef de projet dans le cabinet d'architecture qui travaillait sur les berges du Rhône. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de planification où elle a dit poliment mais fermement à un promoteur senior que son calendrier était, et je cite, « ambitieux d'une manière qui suggère que vous n'avez jamais rencontré de permis de construire ». J'étais à moitié amoureux avant la fin de la réunion. Anaïs était vive, drôle, directe et n'avait absolument aucune patience pour les absurdités. Elle avait traversé sa propre mauvaise passe, des fiançailles rompues 2 ans auparavant, et elle comprenait que la confiance était quelque chose que l'on gagnait lentement. Nous y sommes allés doucement. Rendez-vous autour d'un café, randonnée le week-end, longs appels téléphoniques où nous parlions de tout, des ambitions professionnelles à nos pires films préférés. Elle ne m'a jamais poussé à parler de ma famille. Quand je me confiais, elle écoutait sans essayer de régler le problème. « Je ne suis pas ici pour résoudre les problèmes de ta famille », a-t-elle dit. « Je suis juste là parce que j'aime être avec toi. » C'est peut-être la chose la plus attirante qu'on m'ait jamais dite. Les choses avec ma famille s'étaient calmées. Ma mère envoyait encore des cartes de temps en temps. Mon père avait complètement arrêté d'appeler, ce qui me blessait plus que je ne l'aurais cru parce que son silence semblait différent du mien. Le mien était une limite. Le sien ressemblait à une capitulation. Élodie avait réduit sa communication à un message mensuel « Je pense à toi » avec un emoji cœur. Ce que je ne savais pas, c'est que les choses de leur côté s'effondraient aussi. Et je ne l'ai appris qu'à cause d'une conversation que je n'aurais jamais pensé avoir. C'était en octobre. J'étais dans un café près du site des berges du Rhône en train d'examiner des plans de construction quand quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux et c'était Chloé, ma cousine Chloé, celle qui était assise à côté de Camille à cette table de Noël et qui avait voulu ramper dans son verre de vin. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » commença-t-elle en levant les 2 mains. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je dois te dire quelque chose. Et si tu veux que je parte après, je le ferai. » J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attendu. Chloé m'a tout raconté. Après que je sois parti de Noël, le dîner avait été un désastre. Ma mère a pleuré pendant 2 heures. Mon père s'est levé de table, est allé dans le garage et n'est revenu qu'après le départ de tout le monde. Camille a apparemment essayé de consoler ma mère, ce que Chloé a décrit comme la chose la plus inconfortable dont j'ai jamais été témoin. Et j'ai déjà vu l'oncle Bernard faire un karaoké. La famille s'était fracturée. L'oncle Bernard et la tante Catherine s'étaient disputés en hurlant avec ma mère à propos de l'invitation de Camille. La propre mère de Chloé, ma tante Sylvie, avait appelé ma mère le lendemain et lui avait dit qu'elle avait fait une terrible erreur. Mais voici où cela devenait intéressant.
Chloé a dit que Camille et Julien étaient maintenant ensemble. Officiellement. Ils avaient commencé à se fréquenter ouvertement environ 3 mois après la finalisation du divorce, ce qui confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix qu'ils construisaient bien avant que je ne les surprenne. Et ma famille le savait. Ils le savaient depuis des mois. Ma mère le savait et avait continué à entretenir une relation avec Camille. Élodie le savait et envoyait toujours ses messages je pense à toi sans jamais le mentionner. Mon père le savait et n'avait rien dit. La raison pour laquelle je te dis ça, a dit Chloé, c'est parce que ta mère a invité Camille à Noël encore cette année. Ce deuxième Noël. Elle dit qu'elle a promis à Camille qu'elle aurait toujours une place à table. J'ai dévisagé Chloé pendant un long moment. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Parce que quelqu'un devrait le faire. Et parce que je me suis assise à cette table l'année dernière et que je n'ai pas dit un mot, et que je me déteste pour ça tous les jours depuis. Tu méritais mieux, Mathieu, de la part de nous tous. Chloé est partie sans demander pardon ni réconciliation. Elle a juste dit la vérité et s'en est allée, ce que j'ai respecté plus que tout ce que quiconque dans ma famille avait fait depuis 1 an. J'ai appelé Étienne ce soir-là. Il a dit, alors, c'est quoi le plan? Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Il a répondu, eh bien, quand tu auras trouvé, j'en suis. J'ai passé 2 semaines à réfléchir, ce genre de réflexion lente et méthodique que j'apportais à chaque problème d'ingénierie. J'ai cartographié les variables, j'ai pris en compte les résultats, et j'ai abouti à un plan qui ne relevait pas exactement de la vengeance. Il s'agissait de clarté, de montrer à ma famille d'une manière qu'ils ne pourraient ni ignorer ni recadrer, exactement ce qu'ils avaient choisi et exactement ce qu'ils avaient perdu. J'ai appelé Élodie. Elle a répondu à la première sonnerie. Mathieu. Sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je veux venir pour Noël. Long silence. Vraiment? C'est incroyable. Mais Mathieu, je dois te le dire. Camille sera là. Maman ne veut pas que ce soit une surprise cette fois. Je sais. Chloé me l'a dit. Un autre silence. Chloé te l'a dit. D'accord. Donc, tu es au courant pour Julien aussi? Je suis au courant de tout, Élodie. Le plus long silence à ce jour. Et tu veux toujours venir? Je veux venir. Je veux amener ma petite amie et je veux avoir une conversation avec maman et papa, une vraie. Tu peux t'assurer que tout le monde sera là pour 13 heures? Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais venir. C'est tout. Elle n'a pas cru ça une seule seconde. Et elle avait raison de ne pas le croire. Mais elle a accepté parce qu'elle était désespérée de se réconcilier et prête à parier que ma présence signifiait le pardon. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait tout autre chose. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer, pas de manière spectaculaire. Je n'ai pas répété de discours devant le miroir ni fait de liste de griefs. J'ai juste vécu ma vie. Je suis allé travailler. J'ai couru mes kilomètres. J'ai dîné avec Anaïs, à qui j'ai tout raconté. Tu ne leur dois rien, a-t-elle dit. Mais si tu as besoin de faire ça pour toi, alors je suis à tes côtés. Étienne a proposé de venir en renfort. Je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire moi-même. Il a dit, si ça tourne mal, appelle-moi. J'apporterai des tacos. Cet homme était un trésor. La veille de Noël, je me suis assis dans ma maison de ville et j'ai regardé ce que j'avais construit. Un espace propre. Des photos de moi et d'Étienne aux berges du Rhône. De moi et Anaïs à un concert. De moi terminant mon premier semi-marathon. Une cuisine où je préparais de vrais repas. Une vie qui fonctionnait. Pas parce que quelqu'un d'autre la soutenait, mais parce que je l'avais construite poutre par poutre après que la précédente ait été démolie. Demain, j'allais entrer dans cette maison non pas comme une victime. J'allais y entrer comme quelqu'un qui avait survécu à la pire chose que sa famille puisse lui faire et qui en était ressorti plus fort. Et j'allais m'assurer qu'il le sache. Le jour de Noël, ce deuxième Noël. Je suis allé chercher Anaïs à 11h30. Elle était magnifique, ce que je mentionne non pas parce que c'est pertinent pour l'histoire, mais parce que c'est pertinent pour comprendre ce que ma famille s'apprêtait à voir. Un homme confiant et bien mis entrant avec une femme qui rayonnait de chaleur et de stabilité. Anaïs m'a serré la main dans la voiture et a dit,
quoi qu'il se passe là-dedans, on part ensemble. J'ai hoché la tête. C'était le seul plan qui comptait. Nous nous sommes garés devant la maison de mes parents à 13h15. Le même alignement de voitures que l'année dernière, moins la voiture de l'oncle Bernard et avec un ajout qui m'a fait serrer la mâchoire. La Jeep de Julien, noire, surélevée, avec un autocollant sur le pare-choc qui disait « Vivre libre », ce qui était ironique venant d'un gars dont la définition de la liberté incluait de trahir son meilleur ami. Donc, il était là aussi. Ma mère avait mis un couvert pour eux deux. La femme qui avait trahi ma confiance et le meilleur ami qui l'avait aidé assis à la table de ma famille comme des invités d'honneur. Anaïs et moi sommes entrés. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé la porte d'entrée comme je l'avais toujours fait parce que c'était toujours la maison où j'avais grandi. L'odeur m'a frappé en premier. La dinde, la farce, cette bougie à la cannelle que ma mère allumait toujours. Ils étaient tous dans la salle à manger. Ma mère m'a vu la première. Son visage a joué toute une symphonie émotionnelle, atterrissant sur de l'espoir mêlé de terreur. Mathieu, a-t-elle soufflé. Puis elle a vu Anaïs, et l'espoir a vacillé. Elle était assez intelligente pour savoir qu'un homme n'amène pas sa nouvelle petite amie à une confrontation familiale à moins de vouloir faire passer un message. Camille était à table, à la même place que l'année dernière, et à côté d'elle, le bras drapé sur le dossier de sa chaise comme si l'endroit lui appartenait, se trouvait Julien. Il avait l'air différent, plus mince, un peu abîmé. Quand il m'a vu, il a retiré son bras comme s'il avait touché quelque chose de brûlant. Camille a pâli. « Mathieu, chéri, assieds-toi, a dit ma mère. Laisse-moi te chercher une assiette. Et ton amie, elle est la bienvenue aussi. Elle s'appelle Anaïs, maman. Je l'ai dit calmement. Pas avec méchanceté. Juste avec ce genre de correction tranquille qui fait savoir à quelqu'un que vous faites attention et que nous ne restons pas pour le dîner. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a levé les yeux de son assiette. Élodie a posé sa fourchette. Chloé a croisé mon regard depuis l'autre bout de la table et m'a fait un tout petit signe de tête. « Comment ça, tu ne restes pas ?» a demandé ma mère, la voix brisée. « Je veux être ici, ai-je dit. Parce que je veux que vous me regardiez. Vraiment. Regardez-moi. Vous tous. » J'ai fait une pause et j'ai laissé le silence faire son travail. Je veux que vous voyiez qui je suis maintenant. Parce que la dernière fois que je me suis tenu dans cette pièce, j'étais la pire version de moi-même, brisée, perdue, et les personnes qui étaient censées m'aider à me reconstruire ont choisi la neutralité à la place. Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai continué, sans élever la voix, en parlant juste avec le genre de calme mesuré qui vient d'un an de groupe de parole le mercredi soir et de course de 5 km le matin. Maman, tu as mis un couvert pour la femme qui m'a trompé. Tu as plié sa serviette en triangle. Tu l'as assise entre tante Catherine et Chloé comme si elle faisait toujours partie de la famille. Et quand je suis entré et que j'ai vu ça, ça m'a dit que ma douleur était moins importante que ton confort. Que maintenir les choses lisses comptait plus que de te tenir aux côtés de ton propre fils. Ma mère pleurait. Mon père fixait la table, la mâchoire crispée. Camille regardait ses genoux. Julien regardait le mur. Papa, ai-je dit, tu n'as pas dit un mot. Pas l'année dernière. Pas au cours des 12 mois qui ont suivi. Tu m'as laissé un message vocal qui a duré 12 secondes. Ton fils a perdu sa femme, son meilleur ami et la loyauté de sa famille en 2 mois, et tu m'as donné 12 secondes. Il a tressailli, un mouvement infime, presque invisible. Et Élodie, tu savais que Camille serait là l'année dernière. Tu m'as appelé 2 jours avant, non pas pour me prévenir, mais pour te préparer, et cette année, tu as laissé faire à nouveau. Tu m'as dit que Camille serait là et tu n'as pas mentionné que Julien serait aussi assis à table. Comme si c'était un détail mineur. Élodie a commencé à parler. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai regardé Camille. Je ne te déteste pas. Ce que tu as fait m'a détruit, mais te détester te donnerait un pouvoir que tu ne mérites pas. Ce que je dirais, c'est ceci. Tu as perdu la meilleure chose qui te soit jamais arrivée et tu l'as échangée contre un gars prêt à trahir son meilleur ami. Pense à ce que cela dit de ton avenir. Julien a ouvert la bouche. Je l'ai regardé. Ne le fais pas, ai-je dit simplement. Il l'a refermé. Je me suis tourné vers mes parents. Je suis venu ici parce que je voulais que vous voyiez que j'ai survécu. Pas grâce à vous.
Malgré vous. J'ai construit une carrière. J'ai construit un foyer. J'ai trouvé des gens qui sont vraiment là, sans condition. J'ai regardé Anaïs. J'ai trouvé quelqu'un qui traite la loyauté comme si ce n'était pas optionnel. Qui ne plie pas de serviette pour les gens qui font du mal à ceux qu'elle aime. Ma mère a tendu la main vers moi. Mathieu, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Je ne voulais juste perdre personne. Mais tu l'as fait. Maman, tu m'as perdu. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que je n'étais pas celui qui faisait du bruit à ce sujet. Celle-là a fait mouche. Mon père a finalement parlé. Fils, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Et pour la première fois, je suis d'accord avec le fait de ne pas savoir. Ce que je sais, c'est que la confiance n'est pas un couvert. On ne la récupère pas en pliant une serviette et en espérant que je m'assoie. On la gagne lentement, et on commence par choisir. Choisir, murmura ma mère. Moi, ton fils. Pas la neutralité, pas le confort, pas la femme qui a détruit mon mariage ou l'homme qui l'a aidé. Tu me choisis. Et si tu ne peux pas, c'est la dernière fois que je franchis cette porte. Camille s'est levée. Elle a pris son manteau et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Julien a suivi en marmonnant, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses ne valent même pas l'air avec lequel elles sont prononcées. Après la fermeture de la porte, ma mère a dit, je te choisis, Mathieu. J'aurais dû te choisir depuis le début. Mon père s'est approché et m'a serré dans ses bras. Mon père, un homme qui exprimait ses émotions à peu près aussi souvent que le passage d'une comète, a passé ses bras autour de moi et s'est accroché. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Anaïs et moi ne sommes pas restés pour le dîner. Je leur ai dit que c'était un début, pas une résolution. Que la confiance prendrait du temps. Élodie a pleuré et a dit qu'elle comprenait. Chloé m'a serré dans ses bras en sortant et m'a chuchoté, « Je suis fier de toi. » Nous avons conduit jusqu'à chez Étienne. Il avait tenu sa promesse. Il y avait des tacos. Il y avait des boissons fraîches. Il y avait son ridicule caniche croisé golden nommé Milo qui n'avait aucune notion d'espace personnel. Nous nous sommes assis sur sa terrasse arrière et avons regardé le soleil se coucher. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je me suis senti entier. C'était il y a 8 mois. Les choses avec ma famille avancent lentement. Des dîners mensuels avec juste mes parents. Pas d'Élodie pour l'instant. Pas de Camille, évidemment, pour toujours. Ma mère fait des efforts. Mon père fait des efforts à sa manière, ce qui signifie surtout être présent. Nous ne sommes pas là où nous étions et nous ne le serons jamais, mais nous sommes quelque part, et quelque part vaut mieux que nulle part. Camille et Julien ont duré environ 4 mois après ce deuxième Noël. Chloé me l'a dit. Apparemment, Julien a fait à Camille exactement ce qu'il m'avait fait. On ne peut pas inventer ce genre de choses. Eh bien, apparemment si, parce que nous en sommes là. Anaïs et moi avons emménagé ensemble le mois dernier. La maison de ville a un jardin maintenant. J'ai enfin eu le Golden Retriever. Il s'appelle Louis, et il est très mauvais pour rapporter la balle, mais excellent pour me faire sentir comme la personne la plus importante de la pièce. J'ai 35 ans maintenant. Je suis en bonne santé. Je suis aimé. Je construis des choses dont je suis fier. Et de temps en temps, quand je suis assis sur mon porche avec Anaïs et Louis et que la soirée est calme, je repense à ce premier Noël, aux 10 secondes où je suis resté planté là avant de me retourner. Et je réalise que ce furent les 10 secondes les plus importantes de ma vie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je valais plus qu'une serviette pliée et qu'un siège en face des personnes qui m'avaient brisé. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans cette histoire. Voir quelqu'un retrouver sa dignité et poser des limites claires m'a vraiment marqué. La guérison commence souvent le jour où l'on décide de se respecter profondément. La vraie gentillesse n'est pas de rester neutre quand une personne qu'on aime souffre. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre paix et celle des gens qui comptent pour nous. Reconstruire sa vie après une trahison demande du courage, mais cela apporte une liberté incroyable. Prenez le temps de réfléchir aux relations qui vous font du bien et à celles qui vous dévalorisent. Entourez-vous de personnes qui vous choisissent sans hésitation et sans condition. La confiance se gagne lentement et mérite d'être protégée avec soin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
continuez à avancer avec force et bienveillance envers vous-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.